Voici, je pense, une belle histoire d'amour. Montdidier en a été le cadre dans les temps du Moyen-Âge. Il s'agit certainement d'une légende, mais légende et réalité sont si souvent entrelacées. Là où l'une s'achève, l'autre commence, et c'est bien ainsi. C'est une belle histoire d'amour. La nuit est froide, la ville dort, ses venelles désertes, sombres et malodorantes, serpentent de façon désordonnée. Au carrefour, quelques flambeaux esquissent un peu de lumière et l'obscurité s'anime d'ombre au gré du vent du mois de février. Le beffroi sur la place efface dans le ciel noir le sommet de sa tour faite de bonnes pierres. Le château, près du prieuré, s'est enfermé. Quelques sentinelles veillent, à demi endormies. Le guet de la milice communale, composé d'une dizaine d'hommes en armes, effectue sa ronde nocturne, une lanterne à la flamme vacillante, tenue d'une main ferme par le sergent, lui indique son chemin à travers tout ce lacis de ruelles. Ses pas, ses bavardages, les cliquetis de ses armes rassurent le silence de la nuit. Le parcours suivi est toujours le même. On presse le pas, on a hâte d'en finir à marcher dans des rues qui sont de véritables égouts à ciel ouvert, où les rats n'aiment pas être dérangés. La grosse horloge du beffroi tourne ses aiguilles pour que les heures se fassent entendre. La ville est enceinte de remparts. Au créneau, quelques guetteurs somnolent près d'un brasereau dont les braises rougeoient, attendant l'aube. Les portes lourdes de la cité soigneusement verrouillées ne s'ouvriront qu'au matin. En bas, au pied des remparts, les faubourgs ont eu leur métier et leur bruit qui reprendront sitôt le jour venu. Les maisons en torchis, seuls les riches sont en pierre, à colombages, se serrent les unes aux autres pour mieux partager leur vie laborieuse. Les rats se disputent les détritus jetés des fenêtres, le guet s'amuse à les embrocher. En ce temps de l'an de grâce 1243, Montdidier dort sa nuit froide, frileusement dans l'attente du jour. Peu de maraudeurs, quelques-uns intrépides se risquent à escalader, connaissant bien la fréquence des passages du guet. Le butin s'avère souvent pauvre malgré la dextérité des mécréants. Pourtant, malgré tant de périls, pour qui sait lire la nuit, deux silhouettes furtives se glissent subrepticement, se rejoignent, s'embrassent et disparaissent aussitôt dans l'une des anfractuosités qui ourlent le bas des remparts de la ville haute dominant les faubourgs. L'une, frêle, féminine, au pas un peu hésitant, vient de la ville haute. Elle a su échapper à la vigilance des soldats en empruntant le passage d'une poterne parfaitement dissimulée par de la broussaille. L'autre, plus robuste, plus décidée, moins hésitante, vient des faubourgs endormis. Quelques heures passent, et c'est un peu avant que la nuit ne pâlisse, avant que la relève de la garde ne se fasse, que les deux silhouettes réapparaissent. Un dernier enlacement avant qu'elles ne se séparent. La jeune femme, les cheveux flottants sur son grand manteau fourré, remonte par la poterne en ville haute avant que ses parents, marchands drapiers, ne s'aperçoivent de son absence. Le jeune homme, lui, portant un mantel plus rustique, redescend et se dépêche de regagner l'atelier de tanneur de son père pour y préparer les colorants destinés à tanner les peaux d'animaux qui vont macérer dans de grandes cuves de terre cuite. La journée sera dure et laborieuse. Ainsi, chaque nuit, à l'insu de tous, deux jeunes amoureux, issus pourtant de milieux sociaux totalement différents, viennent s'aimer dans la falaise, faisant partie des remparts de Montdidier. Ils y ont découvert une petite salle souterraine oubliée de tous, et l'ont aménagée de leur mieux, bien abritée du froid.
Leur amour n'a cure des convenances sociales. L'essentiel n'est-il pas pour eux de s'unir, ne serait-ce que quelques heures volées à la nuit? Rien ni personne n'aurait pu les en empêcher. Quant à se marier, ils savent que c'est chimère. Les parents de Florimonde, riches bourgeois, n'accepteraient jamais le mariage de leur fille bien-aimée avec un gueux tanneur des faubourgs. Ce serait se mésallier, déroger, aller à l'encontre de l'ordre social voulu par Dieu. De toute façon, Florimonde est déjà promise à un riche orfèvre échevin. Le mariage est chose sérieuse qui unit les biens de deux familles. Ce n'est pas chose d'amour. Au diable les fariboles! Le temps et les nuits continuent de s'écouler de quelques mois. Florimonde et Jehan continuent de cacher dans la falaise leur bonheur défendu. Un matin de septembre, peu avant l'aube, contrairement aux autres fois, les deux silhouettes ne réapparaissent pas. Un éboulement? L'heure oubliée? Quoi donc? Qu'a-t-il pu se passer? On peut tout supposer. L'heure avance et nos jeunes amants ne réapparaissent toujours pas. Les familles s'inquiètent. La milice est avertie, elle enquête, l'échevinage se démène, il se réunit, interroge, commente, échafaud de n'importe quoi. On désespère. Les recherches s'avèrent infructueuses. Florimonde et Jehan ont bel et bien disparu. À l'église Saint-Pierre, on prie Dieu, on fait brûler des dizaines de cierges. On invoque Saint Lugle, Saint Luglien, les saints patrons de Montdidier. En vain. C'est œuvre satanique, le malin a plus d'un tour dans sa besace, disent les uns. C'est volonté divine, disent les autres. On redouble de prières et d'invocations. Une procession fait le tour des remparts. Vierge Marie, Dieu Tout-Puissant, faites que Florimonde de la ville haute, faites que Jehan des faubourgs nous revienne sains et saufs. On en vient même à évoquer la malfaisance des meutes de loups affamés. On prie même dans l'église Saint-Martin située au bout des faubourgs. Peu à peu, la douleur des familles sèche ses pleurs. En ce temps ancien, les larmes ne peuvent s'éterniser, les duretés de la vie prennent vite le dessus. Les messes, les prières, les invocations, l'enquête de l'échevinage cessent. On renonce à retrouver Florimonde, à retrouver Jehan, disparu. Chose curieuse, le même jour, la disparition soudaine et mystérieuse des deux jeunes gens est mentionnée succinctement dans le registre paroissial. L'échevinage la note également d'étrange façon. En l'an 1244 de notre Seigneur Jésus-Christ, 18e année du règne de notre bon roi Louis, le 19e jour du 9e mois, ont disparu, de façon inexpliquée et soudaine, Damoiselle Florimonde Courtehouche, fille du sieur Thibault, Courtehouche, honorable marchand drapier établi en cette commune de Montdidier, la dite damoiselle étant âgée de 20 ans environ d'une part. D'autre part, Jehan Nouret, tanneur de son métier, étant âgé d'environ 22 ans, fils de Guillaume Nouret dit l'aîné, maître tanneur au faubourg de la dite commune de Montdidier. Nul, jusqu'à ce jour, n'a retrouvé leurs corps qui n'ont pu être inhumés en terre chrétienne. Priez pour le repos de leur âme, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, crucifié pour la rémission de nos péchés et ressuscité le 3e jour. Certains prétendirent les avoir aperçus, peu de temps après leur disparition, rôder dans les bois du Forestel, se tenant tendrement par la main, à quelques lieues de notre bonne ville. Ah, fabulation, divagation, assurément. Dans les années 1950, Marmouzet se découvre une vocation d'archéologue. La découverte de la cave enfouie et oubliée dans le terrain vague, à l'emplacement d'une maison de son quartier Saint-Médard bombardée, l'a mise en appétit. Mais cette fois, il s'est juré de procéder seul, sans la bande de ses camarades. Si trésor il y a à découvrir, ce sera en solitaire qu'il le fera, en secret, ne pipant mot à personne,
même pas à sa famille, maman ne sachant pas garder sa langue. De plus, il tient à garder le trésor pour lui seul, et Marmoset délaisse un peu la bande et ses jeux. Lorsqu'il n'y a pas école, flanqué de Schlamareux de la rue des Tanneries, son camarade de classe préféré, et pris comme lui d'archéologie, il se met à fouiller à la sauvette dans les talus boisés, à l'abri des regards indiscrets. C'est peine perdue, les trésors savent bien se cacher. Un jour, en montant la côte dite de la porte Becquerel, qui mène à la ville haute, les deux compères avisent une anfractuosité creusée dans la falaise, jadis revêtue d'un parement de gros moellons calcaires qui servait au rempart de la ville de Montdidier du temps médiéval. Aujourd'hui, il n'en subsiste çà et là que des bribes. Aussitôt, les deux acolytes conviennent du jour où, en grand secret, ils iront explorer l'anfractuosité au trésor. C'est ainsi que peu avant les vacances de Pâques, en avril, Marmoset et Schlamareux de la rue des Tanneries s'introduisent dans ladite anfractuosité en début d'après-midi, après s'être assurés de n'avoir pas été vus. Ils se retrouvent entassés dans une sorte de cheminée taillée dans la roche et qui aboutit au sommet de la falaise devant l'église Saint-Pierre. Ils creusent de façon désordonnée en amateurs, dégagent la couche superficielle et évacuent les éboulis à l'extérieur en prenant grand soin de ne pas être vus. La moisson est plutôt maigre, quelques tessons de poterie au plus, tant d'efforts et point de trésor. Mais Marmoset, tout en creusant, a repéré l'entrée d'une galerie. Il ne dit rien, et même il va jusqu'à tout faire pour dissuader Schlamareux de poursuivre, une autre fois, leur chasse au trésor. Peine perdue, il n'y a aucun trésor ici. À quoi bon persister? D'autant que la côte de la porte Becquerel est fréquentée par nombre de gens des faubourgs qui montent en ville haute et qui pourraient fort bien repérer les deux chenapans dans leurs activités archéologiques. Marmoset a réussi à dissuader son complice de continuer. Il est à présent seul dans l'anfractuosité. Il se sent ému. Le trésor est à sa portée. Son rêve va enfin se réaliser. En dégageant la galerie obstruée qu'il a repérée il y a quelques jours, afin de se frayer un passage parmi les éboulis de pierre, Marmoset découvre une poterie intacte. Précautionneusement, il l'extrait de la terre et l'enveloppe de sa veste, qu'il dépose dans un recoin, à l'écart, et qu'il emportera. Je suis sur la bonne voie. Le trésor n'est pas loin. C'est sûr. Enfin, j'ai bien fait d'éliminer Schlamareux. Marmoset s'engage à présent prudemment, guidé par la lueur de sa lampe de poche, dans un souterrain, dont la voûte est de belles pierres parfaitement taillées et jointées. Il est excité. Il a hâte. Où ce terrain qui monte légèrement va-t-il bien me mener? Du noir de fumée en certains endroits indique qu'autrefois des torches fixées au mur éclairaient. Qui? Pourquoi? Là, sur le sol, le faisceau de sa lampe trouve quelque chose. Marmoset se baisse, ramasse. Des pétales de rose desséchés? Curieux. Immédiatement, il tombe en poussière. Enfin, il aboutit à une minuscule salle, au centre, un monticule de terre. Comme dans la cave du terrain vague, le trésor! Marmoset transpire. La chaleur? L'appréhension? Le faisceau de sa lampe torche commence à faiblir. Il lui faut faire vite maintenant. À l'aide de sa petite pelle, il entreprend de dégager la terre du monticule. Allez hop, tout à coup sa pelle heurte une surface dure. Il se débarrasse de son outil et c'est à genoux qu'il continue de sa main droite son ouvrage. Peu à peu, une dalle de marbre apparaît. Marmoset reste interdit, le souffle coupé. Si je m'y attendais, le trésor doit être dessous, pour sûr. Tiens, une inscription, de plus en plus étrange. En effet, sur la dalle faiblement éclairée, 2 lettres gravées dorées et entrelacées paraissent. F
et gît. « Qu'est-ce que cela peut bien signifier ?» balbutie Marmoset. « Je vais le savoir tout de suite, en soulevant la dalle. » L'archéologue en herbe parvient non sans mal à faire glisser la dalle énigmatique. Il est exténué. « Incroyable ! Je n'en crois pas mes yeux !» Devant lui, dans une bière de marbre, 2 corps enlacés. Un jeune homme tenant dans ses bras une jeune femme. Tous 2 parfaitement conservés et en habits d'autrefois. Le couple paraît dormir en souriant. Au fond de la pièce subsistent les débris de ce qui devait être une ancienne couche. Et Marmoset, médusé de se signer et de se sauver. Il avait, sans le savoir, trouvé son trésor, Florémonde et Jehan de Montdidier.